Madame, Monsieur, merci d'avoir pris le rendez-vous de votre émission Forum des rédactions de ce 17 juin. C'est une émission débat sur les questions d'actualité de la semaine au plateau de débatteurs, tous deux des journalistes, analystes politiques, directeurs de publication. 4 sujets au menu de cette émission. En un, nous parlerons de ce que cachent les rencontres successives, Talon, Soglo, Talon, Yayi, Larac, on en parlera, maintien du mode de désignation des professionnels des médias par élection. Et puis, troisième sujet à aborder dans ce forum, Bénin, Conseil des ministres, plus de tests Covid pour entrer dans le pays. Et comme dernier sujet, gestion des fonds Covid, les clarifications du gouvernement. Voilà les sujets qui vont meubler le forum d'aujourd'hui. On observe une virgule et on retrouve les débatteurs. Syriac Dekenou, bonjour. Bonjour Moriagua, bonjour mesdames et messieurs les téléspectateurs, auditeurs de Eden TV, Diaspora FM. Devrais-je vous présenter, journaliste, analyste politique, directeur de publication Émergence Info. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui suis honoré. À ma droite, Sergino Lokosu. Bonjour. Bonjour Mauriel, bonjour à tous. Devrais-je vous présenter, Allez-y. journaliste, analyste politique, directeur de publication de Vif d'Afrique. Je confirme. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Madame, Monsieur, abordons maintenant déjà le premier sujet que cachent les rencontres successives Talon Soglo, Talon Yayi. Le 8 juin dernier, le président de la République a reçu au palais de la Marina l'ancien chef d'État Nicéphore Dieudonné Soglo, le tout premier président du renouveau démocratique. Et il faut le préciser, rien pratiquement n'a filtré de cette rencontre. Une semaine après, soit le 13 juin, l'ancien président Thomas Boni Yayi a été également reçu par le président et qu'ils ont fait le tour des préoccupations du moment liées à la société, à la sécurité, à la cherté de la vie, etc. Au terme de cette rencontre, le président Talon a parlé de la création d'un conseil de consultation des anciens présidents d'institutions de la République. Affaire à suivre. Question pour mes invités maintenant, mesdames, messieurs. Quelles sont vos appréciations par rapport à ces rencontres, Sergino Lokosu? Ces rencontres, on va dire, qu'elles sont les bienvenues parce que un président de la République qui décide de rencontrer des anciens présidents de la République, c'est forcément que c'est pour avoir un impact dans l'opinion publique que ces rencontres sont tenues, ces séances d'échange entre l'actuel locataire de la Marina et ses prédécesseurs, ceux-là qui ont pris part là avant lui. Je pense que, en ce qui concerne le cas Boni Yayi, ça fait 8 mois exactement que Boni Yayi a été reçu au palais de la présidence pour la première fois. Une seconde fois, il a été reçu. Je pense que pour ce conseil, ce que nous avons, les avis, les propos qui ont été donnés par les deux chefs d'État après leur rencontre, c'est qu'ils veulent travailler dans le cadre de la cohésion, de la paix sociale. Et je pense que c'est une bonne chose. Ça fait bonne impression au sein de l'opinion publique que les deux chefs d'État, il faut rappeler, quand vous jetez un regard passéiste entre le président Boni Yayi et le président Talon, ce n'était pas forcément la lune de miel. Et vous vous souvenez que le président Boni Yayi était resté pendant plus d'1 mois chez lui à la maison, assigné à résidence. Et puis après ça, il y a eu beaucoup de choses. Aujourd'hui, certains observateurs estiment que c'est une bonne chose que de recevoir Boni Yayi et de recevoir également l'ancien président de la République, parce qu'ils vous souviennent que les législatives sont pour quelques semaines, pour ne pas dire dans 7 mois. Et donc, il faut tout faire pour décrisper la tension politique, parce que la décrispation, il faut l'avouer, doit précéder les législatives de 2023, de janvier 2023, parce qu'on a tout intérêt à ne plus ramener les vieux démons, les démons de 2019, où il y a eu du sang humain qui a coulé, où il y a eu des situations assez déplorables qui ont terni l'image du pays. Et donc, à mon avis, le chef de l'État veut se réconcilier avec son peuple. Il faut l'avouer, Boni Yayi est un homme du peuple. Boni Yayi gère le peuple pour certains observateurs et le président Talon gère
le pouvoir, l'État. Parce que quoi qu'on dise, Boni Yayi est l'homme du peuple. Boni Yayi, il fait quand même, quoi qu'on dise, il a quand même une certaine crédibilité. Il y a encore une bonne frange de la population et qui soutient l'ancien chef d'État. Et je pense qu'au-delà de tout, c'est de savoir quel sera l'impact réel de ces rencontres. Est-ce que ces rencontres vont permettre à ce que les opposants qui ont été plusieurs fois écartés des législatives de la présidentielle, est-ce que ces opposants auront droit de citer? Est-ce que ces opposants vont participer cette fois-ci aux législatives? Est-ce que ces rencontres sont porteurs de ce que les partis d'opposition vont participer aux élections législatives? Moi, je pense que c'est des sujets d'intérêt et qu'il faut véritablement trouver le mode opératoire pour permettre à ce que le Bénin, qui est un exemple de démocratie, notre démocratie, il faut l'avouer, fait école, continue de faire école, et que cette démocratie puisse continuer par faire école. Et quand on parle de démocratie, il y a également la mouvance et l'opposition, il faut l'avouer. Je me demande, est-ce que ces rencontres, ce n'est pas pour, entre griffes, distraire le peuple? Parce que la loi électorale telle qu'elle est actuellement, moi je pense que quand vous prenez la barre des 10%, ça fait qu'on se demande, est-ce que des partis d'opposition pourront arriver à franchir cette barre des 10%? L'idéal aurait été pour moi de rassembler les acteurs politiques et de la mouvance et de l'opposition pour voir dans quelle mesure, parce que si nous sommes à 6 mois ou 7 mois des élections, pour voir dans quelle mesure s'il faut retoiletter la loi ou bien il faut apporter des amendements à cette loi-là. Aujourd'hui, je pense que l'important, c'est de ramener la paix, et le chef de l'État a compris, parce que quand la maison est en feu, c'est le chef de famille qui ramène la paix à la maison. Ces initiatives, elles sont les bienvenues, on va dire, parce que le chef de l'État, à mon avis, veut se réconcilier avec le peuple. Il est en train de chercher une certaine honorabilité au sein du peuple, parce qu'il a intérêt à le faire, parce qu'au-delà de tout, les autres nous regardent. Le monde entier nous regarde et on a tout intérêt à ramener la paix. Le Bénin est un pays de paix. Le Bénin restera toujours un pays de paix. Donc il faut que chacun à son niveau puisse véritablement travailler pour contribuer à ce que cette paix se consolide véritablement et que les partis d'opposition, on le dit, puissent participer à ces élections. Au-delà de tout, Boni Yayi, Patrice Talon, ce sont des amis. Ils vont trouver, ils ont plusieurs mécanismes pour se revoir. L'un étant président, l'autre n'étant plus président. Ils ont toujours des mécanismes pour se revoir et préserver leurs intérêts communs. C'est indéniable. Maintenant, cas de concertation, on va revenir là-dessus. Syriac, dès que nous déballé d'anciens présidents à la présidence de la République, est-ce le dessus de l'iceberg que nous voyons? Que cache réellement ces rencontres, puisque certaines personnes lient ces rencontres à la libération des prisonniers politiques, et certains demandent à ce que les exilés, ceux qui sont qualifiés d'exilés, rentrent au pays. Est-ce que ce sont ces négociations que vont faire ces chefs d'État à la présidence de la République? Je vous remercie, Mouria Gloire. Vous savez, ce sujet est un sujet qui déchaîne les passions, intéresse bon nombre d'acteurs politiques. C'est d'ailleurs le sujet qui certainement prendra beaucoup plus de temps sur ce plateau au cours de cette émission, parce que rencontrer les différentes rencontres entreprises par le président Patrice Talon depuis quelque temps avec les anciens présidents de l'Assemblée nationale, y compris l'actuel président de l'Assemblée nationale et ses prédécesseurs, anciens chefs d'État, sont des rencontres qui, il faut l'avouer, intéressent beaucoup plus. Mais les autres rencontres n'ont pas forcément la même connotation que celle avec l'ex-chef de l'État, Boni Yayi, parce que on sait que ces deux ex-amis qui sont passés de la lune de miel à la lune de fiel, et qu'aujourd'hui, les relations, même si apparemment elles semblent être vraiment bonnes, on sait quand même que l'inimitié entre les deux hommes ne peut pas disparaître du jour au lendemain. Cependant, nous nous félicitons, nous nous réjouissons qu'il y ait cette rencontre-là qui, il faut l'avouer, succède à celle de septembre 2001, au cours de laquelle les deux chefs d'État se sont rencontrés. C'était d'ailleurs une rencontre inédite, parce qu'on sait que par le passé, Boni Yayi a toujours décliné l'offre de rencontre avec le président Patrice Talon, compte tenu quand même de son appréciation, parce que il n'a cessé de le marteler. Il n'a cessé de le marteler. Voilà. Pour lui, c'est-à-dire Patrice Talon n'a jamais été sincère. Et cette rencontre-là
nous espérons qu'elle portera des fruits. Il ne faut pas oublier que c'est une démarche qui, au-delà de tout, anoblit la fonction présidentielle et de chef de famille du président Patrice Talon, parce que aujourd'hui, il reçoit l'un de ses adversaires directs. Et j'ai coutume de le dire, nous avons le chef officiel de l'opposition, mais tout le monde sait que le chef officieux de l'opposition béninoise, que c'est Boni Yayi, qui, de par son charisme, Sergino Lokosu parlait de ce que Yayi Boni, c'est l'homme du peuple. Et la situation que nous vivons actuellement au Bénin peut être comparée à la situation au Brésil. Lorsque vous prenez un Lula qui a gouverné, mais qui est encore très populaire dans le cœur des Brésiliens, c'est pareil avec Boni Yayi qui, il faut le reconnaître, demeure jusqu'à présent l'un des anciens chefs d'État les plus populaires en République du Bénin. Au cours de leur dernière rencontre, nous avons vu quelques signaux qu'il faut saluer, puisque juste après cette rencontre-là, quelques semaines plus tard, on a constaté la libération de certaines figures. Quelques jours, vous voulez dire? Oui, en fait, quelques jours après, on a constaté la libération de certaines figures emblématiques de l'opposition, à savoir Alessandro Ntonji, à savoir et l'autre là, et l'ancien DG. Sogema. Sogema, oui, mais Tagnon, donc Tamegnon et bien d'autres jeunes gens qui avaient été arrêtés au cours des manifestations violentes qui ont émaillé la tenue de l'élection présidentielle de 2021 dernier. Donc on espère cette fois-ci que cela puisse quand même, disons, porter des fruits, cette énième rencontre. Il ne faut pas oublier un facteur, et c'est peut-être là qu'il faut quand même, disons, analyser aussi dans un autre sens le point de vue de certaines figures de l'opposition, puisque juste après cette rencontre-là, on a vu un Nourem Achadé qui est monté au créneau et qui a dit que vouloir créer un cadre de concertation et autres des anciens chefs d'État, que c'est sans doute une façon pour Patrice Talon d'empêcher ses prédécesseurs de faire la politique. Puisque si vous êtes dans un cadre de concertation et qu'un cadre de dialogue social, donc vous devez être pratiquement neutre. Oui. Donc si un cadre pareil est créé, c'est que l'on voudrait, selon les propos de Nouremi Achadé, empêcher les autres de faire la politique. Donc, si déjà il y a cette diverses interrogations, si déjà il y a cette diverses suspicions sur quand même, disons, les prétentions, j'en viens en fait, c'est que sur les prétentions de Patrice Talon, qui, il faut l'avouer, a manifesté quelque part cette bonne foi en invitant ses prédécesseurs, c'est que lui-même, il doit faire beaucoup d'efforts parce que ça ne sert absolument à rien de rencontrer les gens et que cela n'est jamais suivi d'effet. Pour qu'il y ait un cadre de concertation, moi je pense, à mon avis, que des actes forts doivent précéder la création de ce cadre de concertation. Vous recevez un ICFOR du donné Soglo. Quand vous parlez d'actes forts, c'est quoi par exemple? Lorsque je parle d'actes forts, vous recevez un ICFOR du donné Soglo. On sait tous que l'ICFOR Dieudonné Soglo ne serait pas aussi virulent vis-à-vis de la gouvernance du président Patrice Talon s'il avait son fils Léadi Soglo au pays. On sait tous. On sait que ce à quoi tient aujourd'hui ce chef de l'État Boni Yayi, c'est que ceux qui par le passé ont servi sous lui et ont été vraiment ses fidèles, à savoir les Djanotés, les commis coutiers et autres, puissent quand même, disons, revenir au pays. Et que les jeunes gens, à savoir même, je parle même de jeunes gens, et que les barons du parti Les Démocrates, à savoir les Paulin Dossa et autres, qui ont été arrêtés et qui sont toujours détenus aujourd'hui, puissent être libérés. On sait que certains parleront d'une émission de la justice et de la politique de l'exécutif dans le pouvoir judiciaire, mais il ne faut pas perdre de vue une réalité. Les questions politiques se règlent de façon politique. Et si aujourd'hui, on sait qu'il y a des actes pareils qui sont posés, c'est que Patrice Talon doit dupliquer ses efforts pour pouvoir accorder la possibilité aux gens de croire davantage en ces actes qu'il est en train de poser. Donc, pour ma foi, pour chuter, je pense que c'est une très bonne rencontre. On doit féliciter les deux hommes pour quand même, disons, cette main tendue. Et je pense que Patrice Talon, maintenant, doit quand même faire l'effort pour que l'on puisse quand même, disons, prêter foi. C'est-à-dire les acteurs politiques de l'opposition puissent davantage prêter foi à ces diverses rencontres pour que ça ne soit pas qu'à la veille de chaque élection, on essaye de rencontrer les gens, mais que ce n'est pas forcément suivi d'actes forts, d'actes concrets.
Sergino Lokossou, il y a quelques années, ou depuis quelques années, le gouvernement en place dit qu'il n'y a pas des idées politiques, il n'y a pas de prisonniers politiques. Quel est votre avis sur la question? Non, le gouvernement en place ne veut pas dire qu'il n'y a pas des idées, qu'il n'y a pas de détenus politiques, parce que ceux qui ont été arrêtés lors des événements de 2019 sont, à mon avis, des détenus politiques, parce que c'est lors des manifestations politiques que ceux-là ont été arrêtés. Je pense qu'au-delà de tout ça, c'est un argument pour justifier peut-être un certain nombre de choses. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, comme l'a dit Cyriaque, il faut quand même travailler à apaiser le peuple, travailler à grimper dans l'estime du peuple, même si on est en train de faire son second et dernier mandat constitutionnel. Je pense que le chef de l'État aujourd'hui a compris qu'il a tout intérêt à quitter le palais de la Marina en douce, en toute quiétude. Et quand tout ceci passe par des actions, des actes qu'il doit poser, il y a des actes forts que le chef de l'État doit poser, et lui-même le sait. Cyriaque Deké nous l'a dit. C'est vrai que nous sommes en démocratie, et l'un des principes sacro-saints du jeu démocratique, c'est le principe de la séparation des pouvoirs. Il a dit que le judiciaire ne doit pas s'immiscer dans le pouvoir exécutif, mais à un moment donné, je l'ai dit et je continue de le rappeler, les lois ont été votées, il y a la loi et l'esprit des lois, et en dehors des lois, on ne dira pas que le chef de l'État veut violer les lois, mais il est le père de famille. Quand la maison est en difficulté, c'est la dernière voix qu'on écoute. Quand papa parle, plus personne ne parle, et donc je pense qu'à un moment donné, on peut allumer le feu rouge, s'arrêter, recueillir les avis des uns et des autres, et pour pouvoir mieux faire. Et lui-même l'a dit, et que ce cadre de concertation, c'est quand même de recueillir des avis des anciens présidents. Et moi, je pense que c'est la formalisation de ce cadre qui pose problème chez les opposants et un certain nombre d'observateurs de la vie politique béninoise qui estiment que ça dépend du bon vouloir du chef de l'État, de recueillir les avis des anciens chefs de l'État, à mon avis. Je pense que formaliser un tel cadre, beaucoup d'opposants estiment que ça serait une loi de trop et que ça dépend du bon vouloir du chef de l'État. Si à un moment donné, Cyriaque Deké est élu président de la République et il estime qu'il n'a pas besoin des conseils du président actuel, Patrice Talon, ou du président Nicéphore Soglo, ou du président Boni Yayi, il se dit qu'il est suffisamment jeune, il a la tête fraîche et il connaît les options, beaucoup d'options en matière de gouvernement d'un État et qui n'a pas besoin du conseil de ces chefs d'État, je ne pense pas qu'on puisse le forcer à le faire. Maintenant, pour les opposants, mettre un chef d'État les chefs d'État dans ce cadre de concertation, pour rester dans ce cadre de concertation, il faut être vraiment neutre. Parce que tout ce qui va se décider, il faut être neutre pour pouvoir le faire. Parce que si vous n'êtes pas neutre, et on empêche par exemple, c'est une façon de parler, les opposants d'aller aux élections, il faut quand même que le chef de l'État qui est dans l'ancien chef d'État qui est dans ce cadre puisse dire non, à un moment donné, il faut s'arrêter. Il faut quand même, nous sommes au Bénin, c'est un pays de démocratie, il faut permettre à ce que les voix dissidentes puissent participer aux élections. Je pense que c'est une bonne chose, mais pour l'heure, on n'a pas besoin d'un cadre de concertation. Je continue de le dire. Il y a des incertitudes sur les législatives à venir de 2023. Et pour ne pas revenir sur les événements de 2019, c'est qu'il faut travailler à ce que les partis d'opposition puissent être rassurés. Parce que le tout ne suffit pas de faire des tournées, les démocrates sont en tournée, c'est vrai, le tout ne suffit pas d'organiser des tournées, mais c'est de s'assurer de participer à ces élections et de s'assurer... Le Conseil électoral a rassuré hier je n'en dis pas bien. C'est de s'assurer également que la barre des 10% ne va pas constituer un obstacle, parce qu'on aura tout fait, il y aura la participation des partis d'opposition, mais est-ce qu'on aura des députés, des parlementaires d'opposition au Parlement, après les élections de 2023. C'est toute là l'interrogation. C'est le sujet d'intérêt, à mon avis. Rencontrer Boni Yayi, rencontrer le président Nicéphore Dieudonné Soglo, et qui, pour beaucoup d'analyses, ces rencontres ont des dessous que nous ne maîtrisons pas. Lui, Cyriaque Deké nous a parlé tout à l'heure que le président Nicéphore Soglo ne peut jamais être en odeur de sainteté avec le chef de l'État, Patrice Talon, tant que son fils serait peut-être à l'extérieur. Et donc, je pense qu'au-delà de tout, c'est des intérêts. Mais ce qui est primordial pour nous qui sommes avec le peuple, c'est que le peuple veut avoir la paix, la quiétude. Le peuple souhaite que les événements de 2019 ne se reproduisent plus pour ternir l'image de notre pays. Et donc, fondamentalement, à mon avis, je pense que pour l'heure, on n'a pas besoin d'un cadre de concertation. Je l'ai dit à l'entame, le président Boni Yayi, c'est vrai qu'entre Boni Yayi et le président Patrice Talon, il y a une sorte d'animosité entre les deux. Quand l'autre a pris le pouvoir, il faut le reconnaître. Il y a une sorte d'animosité. Avant l'arrivée de Patrice Talon, on a parlé de tentatives d'assassinat, de coups d'État et tout. Avec l'arrivée de Patrice Talon, on a parlé toujours des mêmes choses, qu'il y a coup d'État et tout. Donc, je pense que les deux, ils ont tous les moyens de se revoir, de gérer leurs intérêts. Et puis, ce qui importe, c'est le peuple.
Et moi, je pense qu'il faut travailler, comme Sirak nous vient de le rappeler, à grimper dans l'estime du peuple. Grimper dans l'estime du peuple, c'est de verrouiller, de déverrouiller des barrières importantes. Aujourd'hui, il y a des barrières très importantes, des barrières très importantes aujourd'hui dans le jeu politique. Aujourd'hui, quand vous écoutez le peuple, enfin, quand vous écoutez les populations, on va dire comme ça, les gens ne s'intéressent plus à la politique. Et vous voyez les dernières élections, surtout les dernières législatives, le taux d'abstention doit être révélateur de ce que le peuple est fatigué des politiques. Et donc, pour le faire, il faut quand même trouver le mécanisme nécessaire pour ramener un peu la balle à terre pour que les gens puissent participer, qu'il y ait une partie d'opposition et qu'on n'ait pas à dire que les observateurs, c'était les observateurs, n'ont pas à dire qu'il y a le béné des uns, des autres, et des etc. S'il y a un mot pour finir avec ce sujet? Non, en fait, un mot pour finir avec ce sujet, c'est que aujourd'hui, c'est vrai, c'est bien, ça fait du bien de voir les deux hommes qui se voient, qui se rencontrent, qui échangent. C'est très bien. Cependant, il faut ajouter que nous vivons une situation tout à fait particulière parce que depuis 1990, il n'a jamais été question de est-ce qu'une formation politique d'opposition participera ou pas aux élections. En réalité, on peut avoir des craintes par rapport à la capacité d'une formation politique de lever suffisamment de sièges. Mais c'est pour la toute première fois au Bénin, et cela a commencé depuis 2019, que même les formations politiques d'opposition ne sont même pas sûres qu'elles participeront ou pas aux élections. Je pense que c'est une très grosse inquiétude qui, en réalité, amplifie les commentaires quelques désobligeants que certaines personnes ont sur la démocratie béninoise à l'heure actuelle. Parce que, par le passé, on pouvait craindre ne pas pouvoir lever suffisamment de sièges. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que l'on redoute le plus? On redoute même de ne pas pouvoir participer. Ce n'est pas... C'est-à-dire, c'est vraiment inédit. Ouais. Et que l'on soit de l'opposition ou de la mouvance, nous, notre rôle en tant que journaliste, c'est de pouvoir quand même, disons, analyser et de pouvoir ne serait-ce qu'orienter sans position prise nos gouvernants sur le bon chemin. Parce que si l'on doit les rencontrer et que demain, leurs formations politiques ne participeront pas encore aux élections, on se rappelle comme si c'était hier des affrontements violents, des affrontements violents dans la partie septentrionale du Bénin. Des gens sont aujourd'hui députés à l'Assemblée nationale sans qu'eux-mêmes n'aient pu voter. Ouais, et que si les mêmes choses qui se sont passées à Banté, à Savet, doivent encore se reproduire aujourd'hui, c'est que c'est très grave. Et j'ai coutume de le dire, Patrice Talon, c'est l'un des chefs d'État qui, en matière de gouvernance économique, en matière d'organisation du pays, a su quand même, disons, réussir. Mais sur le plan politique, il est difficile aujourd'hui de pouvoir quand même, disons, dresser un bilan élogieux de sa gouvernance. Donc, c'est de sa responsabilité. Il est en fin de mandat aujourd'hui et il doit beaucoup plus travailler et que les opposants aussi se lèvent très tôt parce que l'on n'assiste pas à ce à quoi on a assisté en 2021, où c'est à 3 jours de la fin du dépôt des dossiers de candidature qu'une formation politique d'opposition qui se dit sérieuse commence pas à organiser les primaires en son intérieur, c'est-à-dire en son sein. Et lorsque l'on vous joue des sales tours, vous direz peut-être que l'on essaie de jouer des matchs amicaux, mais ce n'est pas le cas. Donc que l'opposition aussi travaille à ce que ça ne soit pas à la dernière minute. Les élections auront lieu en janvier. Éviter des fautes mineures. Il faut que déjà, en décembre au plus grand tard, que les formations politiques soient déjà à jour et qu'elles savent déjà, lorsqu'on a une formation politique d'opposition, c'est que vous devez savoir que l'on vous cherche sur tous les points. Et lorsque l'on dit que Patrice Talon contrôle presque tout l'appareil électoral, c'est que vous devez vous apprêter pour être sûr que l'on ne vous trouve pas des fautes. C'est ça la réalité. Donc aujourd'hui, que tous les acteurs politiques, qu'ils soient de l'opposition ou de la mouvance, s'arment davantage et que les discussions franches aillent à leur thème et que le pouvoir joue son rôle pour que les élections redeviennent des moments vraiment festifs tels que l'on a connus par le passé. Voilà qui est dit et c'est le souhait aujourd'hui de tous les Béninois. Merci de vous avoir prononcé sur ce sujet lié à ce que cachent ces rencontres successives avec les anciens chefs d'État. Nous allons passer au deuxième sujet, qu'on va parler de la HAC à présent. Maintien du mode de désignation des professionnels des médias par élection. À quoi auraient servi alors les dernières assises? Monsieur
Tekeno. Je vous remercie pour la relance de ce sujet importantissime pour les hommes des médias que nous sommes. C'est vrai que c'est hier tardivement au cours de la nuit que qu'on a vu des articles circuler sur les réseaux sociaux faisant cas de ce que l'ancien mot de désignation par élection aurait été maintenu. Et je pense très bien, si je ne me trompe pas, que ce serait à la suite d'une déclaration du député Orden Aladati. Je peux vous rappeler cette déclaration. Oui. Il a dit les professionnels des médias sont désignés par élection organisée par la HAC sur le territoire national avec l'appui technique de l'organe public en charge des élections. Fin de citation, il parle de la Commission électorale nationale. Donc, par respect pour cette émission qui est, il faut l'avouer, l'une des émissions de grande audience, je ne voudrais pas m'aventurer sur un sujet où je n'ai pas encore tous les éléments d'appréciation parce que je pense que la déclaration d'un seul député ne fait pas quand même, disons, office de carte verte pour que l'on puisse quand même, disons, dire d'emblée que ce qu'il a dit, c'est ça qui va se passer. Et n'oublions pas aussi le fait que ces deux camps qui s'affrontent... Il est le président de Chaillé. N'oublions pas aussi... C'est bien le président de la commission des lois qui a parlé. Oui, et n'oublions pas aussi que lorsque l'on dit que le président de la commission des lois a parlé, ce n'est pas le président de la Cour constitutionnelle qui est peut-être chargé d'interpréter les lois en République du Bénin qui a parlé. Donc, par respect, je ne voudrais pas m'aventurer à aller très loin sur un sujet pour lequel je n'ai pas encore toutes les maîtrises. Et je pense que ces deux camps qui s'affrontent, lorsqu'une déclaration va en faveur de tel camp a intérêt à communiquer là-dessus. Lorsque ça va dans l'intérêt de l'autre camp a intérêt à communiquer là-dessus. Donc, je laisse ma langue au chat et on continue. C'est Gino Logoso. Oui, je souffre de ce que mon confrère puisse intervenir en parlant de deux camps. C'est déplorable. Nous sommes tous des acteurs de la presse. Et une telle déclaration qui vient quand même du président chargé de la commission des lois de l'Assemblée nationale doit être prise au sérieux, à mon avis. Je crois que nous venons de parler des élections. Et aujourd'hui, ce qui importe, nous sommes des acteurs des médias, il faut l'avouer. Nous sommes des analystes politiques, il faut l'avouer. C'est nous qui défendons le jeu démocratique. Nous sommes à la limite. Nous revendiquons à des moments donnés que nous sommes des vigiles de la démocratie. C'est nous qui déplorons le fait que les présidents de la République ou le pouvoir en place, pas forcément le pouvoir de M. Baptiste Talon, et que le pouvoir ne donne pas voix aux opposants. C'est nous qui critiquons le jeu démocratique, c'est nous qui critiquons l'organisation des élections, mais pour une fois qu'on nous a demandé d'organiser des élections au sein de notre corporation pour pouvoir désigner nos représentants qui seront des représentants qui reçoivent l'assentiment de toute la corporation, à mon avis. Les élections, le jeu électoral est très important. Quand vous choisissez un président de la République, qu'il soit de l'opposition, de la mouvance, il devient président de la République. Absolument, et c'est le président de tout le monde. Le président de tout le monde. Et donc, les conseillers de la HAC qui seront élus, qui seront issus des urnes, sont des conseillers de la HAC et qu'ils sont des représentants de tous les journalistes. Aujourd'hui, je pense que c'est très important le mode de désignation par élection, parce que le chef de l'État qui désigne ses représentants à la HAC, je l'ai rappelé, quand ce problème s'est posé, il tient sa légitimité du peuple, il a été élu par le peuple. Ouais. Les parlementaires dont le président de la commission des lois vient de faire une déclaration tiennent leur légitimité du peuple, et donc il faut quand même que ceux qui ont représenté les confrères, enfin les journalistes à la HAC, tiennent leur légitimité de quelque part. Et pour tenir sa légitimité, les journalistes constituent aujourd'hui un monde, nous constituons une masse, il faut quand même que ceux qui sont dans la masse puissent se sentir concernés par ce qui se fait. On ne fera pas de débat sur ce que nos représentants vont faire à la HAC et tout. Moi, je ne vais pas me mettre dans ce débat-là parce que je l'ai toujours dit, je l'ai dit sur ce plateau, si vous vous souvenez, et dès que la HAC va toujours garder son organigramme, l'architecture de la HAC tel qu'il est, où le président de la République doit désigner ses représentants, les parlementaires doivent désigner leurs représentants, et c'est le représentant du chef d'État qui sera président de la HAC. La HAC va toujours exister. On va envoyer Cyriaque Détékénou à la HAC qui connaît réellement les problèmes de la presse. Il ne pourra rien faire. Il n'aura pas les coups de France pour pouvoir agir. Je pense que
c'est une bonne chose, le mode de désignation par élection. C'est vrai que beaucoup estiment que ça crée de divisions, qu'après les élections, les confrères n'arrivent plus à se saluer pendant des mois et que ça coûte beaucoup d'argent pour quelqu'un qui veut se présenter parce qu'il faut faire campagne dans toutes les 77 communes du pays. C'est vrai, il y a des journalistes dans toutes les 77 communes du pays. Et il faut également être porteur d'un projet de société pour les journalistes. Qu'est-ce que tu veux aller faire à la HAC? C'est important. Et ceux-là qui seront désignés, si on adoptait le mode de désignation, enfin, par étude de dossier, qu'est-ce qui prouve qu'ils ont un projet de société? Moi, je pense que l'important aujourd'hui, ce qui est bon, ce qui est à souhaiter, c'est qu'il y ait une élection. Et aujourd'hui, si Cyriaque Dekénou estime qu'il veut aller à la HAC, qu'il se prépare. Il n'a qu'à se préparer pour pouvoir faire toutes les 77 communes du pays, aller rencontrer ses confrères pour leur demander, allez voter pour moi, j'ai un projet de société, je vais changer les choses. Moi, je ne vais pas dormir à la HAC. Dès que le président de la HAC va prendre une décision, je serai en mesure de contrôler sa décision pour lui dire non, les journalistes ne veulent pas ci, ne veulent pas ça. Et donc, bref, je pense que c'est une très bonne chose. C'est vrai que ça va faire mal à cette commission de relecture des lois. Tout n'a pas été battu en brèche. Je crois que on va attendre la fin. Mais toujours est-il que l'important a été réglé, le verrou a été sauté. On croyait que les médias étaient à l'épreuve de la démocratie, mais là maintenant, c'est réglé. C'est le mode par élection. Et il faut participer à des élections pour représenter les journalistes à la HAC. Cyriaque, au-delà des élections qu'il faut organiser pour désigner les professionnels des médias, il reste un combat à mener. C'est-à-dire que ce combat-là qui consiste pour les hommes des médias à la HAC à s'affirmer, à avoir une parcelle de décision. Parce que c'est comme si on passe à la HAC sans que rien ne change. C'est vrai que c'est un sujet... C'est plutôt sur ce combat qu'il faut je pense vraiment... que c'est un sujet sur lequel personnellement... se focaliser. C'est un sujet dont on a beaucoup parlé, mais cette fois-ci, personnellement, je n'ai pas vraiment voulu me prononcer parce que je n'ai pas encore à ma possession tous les éléments d'appréciation. Non, la question que je vous pose n'est plus celle liée aux élections ou non. J'ai dit que les professionnels des médias doivent comprendre, c'est que les professionnels des médias ont en quelque sorte le destin de la marmite qui sait à cuisiner et lorsqu'il s'agit de passer à la table, on l'arrange dans la cuisine, c'est-à-dire quoi? Nous servons quand même, disons, de couloir pour que des gens deviennent présidents de la République, pour que des gens deviennent députés à l'Assemblée nationale, pour que des gens deviennent maires. Mais en réalité, qu'est-ce qu'ils font pour nous? Et c'est d'ailleurs là où se pose tout le problème, parce que lorsque par le passé, nous n'avons pas été suffisamment quand même organisés, suffisamment revendicatifs pour pouvoir ne serait-ce que exiger pour que dans la révision de la Constitution, que la loi organique sur la HAC soit revue, que quand même, disons, les dispositions qui font qu'aujourd'hui, que ce soit le Parlement qui nous désigne deux représentants. C'est-à-dire qu'on parle... non, en fait, le Parlement désigne deux. Oui. Et le chef de l'État désigne deux. Oui, tout à fait. Alors qu'on a parlé d'un pouvoir. Est-ce que l'on peut dire, par exemple, que, OK, pour être à l'Assemblée nationale, alors, les journalistes désignent deux personnes. Et le chef de l'État désigne deux personnes. Et puis, c'est parmi ces quatre-là que quelqu'un est président de l'Assemblée nationale. C'est une aberration totale. Et malheureusement, c'est d'ailleurs ce pourquoi beaucoup d'hommes des médias quittent la profession, malheureusement, et ça donne à autre chose. C'est le fait que nous avons soutenu, et on a vu pas mal d'organes de presse soutenir la révision de la Constitution. Même parfois, lorsqu'il y a des choses incohérentes qui sont dans certaines dispositions de loi à voter, on soutient des députés dans ce type de projet vraiment parfois suicidaire. Cependant, on n'est pas capable d'exiger des choses qui vont en notre faveur à nous-mêmes. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles je parle de ce que, si aujourd'hui c'est une profession qui se trouve à la traîne et que même parfois vous avez même de la peine à montrer votre carte de presse à certains endroits parce que la vie de professionnel des médias, sans manquer de respect à la profession aujourd'hui, est presque assimilée à une vie de mendicité. C'est parce qu'aujourd'hui, nous-mêmes, arrivés à un moment donné, nous avons manqué de pouvoir quand même, disons, faire les choix et les options nécessaires. Et il suffit simplement... de mener notre propre combat. Et il suffit simplement que quelqu'un soit là et que la personne sorte un peu dessous et que l'on nous donne peut-être quelques contrats et autres là. Et puis bon, on se tait. Et c'est ainsi.
que depuis 90 jusqu'à ce jour, nous en sommes là, puisqu'on parle de quatrième pouvoir. Quel est le pouvoir que nous constituons en réalité? Quel est le type de pouvoir que nous constituons en réalité si nous ne sommes même pas en mesure de faire pression pour que le code du numérique par lequel des professionnels des médias sont emprisonnés chaque année ne soit pas modifié? C'est là le problème. Et lorsque vous décidez aujourd'hui, parce que vous avez vu que peut-être que ceux que vous désignez, arrivés là-bas, se font phagocyter dans un système où eux aussi, ils veulent évoluer politiquement, et que vous décidez peut-être en votre sein, c'est-à-dire dans une large majorité, les professionnels des médias disent « Ok, c'est parce que nous allons aux élections que ceux qui vont là-bas ne nous doivent absolument rien. » Donc désormais, nous-mêmes là, nous allons les désigner. Puisque lorsque le président de l'Assemblée nationale désigne quelqu'un, la personne, une fois là-bas, lui doit. La personne lui est obéissant. Lorsque aujourd'hui, un certain ordonne à la Dati parle, c'est parce qu'il sait qu'il est. C'est parce qu'il sait qu'il fait partie quand même, disons, du staff dirigeant de l'Assemblée nationale. Et que ceux qu'eux, ils désignent là, leur sont redevables. Lorsque le chef de l'État parle, le président de la HAC, il fera quoi? Donc nous-mêmes, on s'est dit, ok, il n'y a pas de souci. C'est parce que vous autres, vous désignez les gens et que nous autres, à notre niveau là, nous élisons des gens que les gens estiment que oui, c'est nous-mêmes qui avons dépensé pour être là-bas. On a investi pour être là-bas, donc nous ne vous devons absolument rien. Vous imaginez que dans un pays pareil, on organise une élection communale, des élections communales et municipales, et des organes de presse s'en sortent avec 400 000 francs, d'autres même moins. C'est quoi tout ça? Et vous avez des représentants qui sont là-bas, qui n'ont même pas été capables de vous défendre. Dans une corporation pareille, alors que l'on vous voit cravater tout et tout sur un plateau de télévision, on penserait que oui, c'est la lune de miel. Lorsque vous voyez aujourd'hui les professionnels des médias, c'est des gens qui quand même, disons, présentent des signes extérieurs d'aisance. Mais en réalité, la plupart, qu'est-ce qu'ils ont? Et c'est malheureux que l'on continue ainsi. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles, je le dis, chacun mène le combat qu'il arrange. Certainement que un jour nouveau se lèvera pour la presse béninoise et que certainement que nous aurons peut-être à la tête de notre nation ou bien à la tête de l'Assemblée nationale des gens qui sont favorables quand même, disons, à une profonde réforme qui avantage les hommes des médias pour pouvoir faire de la presse béninoise un véritable pouvoir. Merci. Donc, on va passer à un autre sujet. Oui, je vous le donne. Je crois que le véritable problème de la presse béninoise n'est pas la désignation de nos représentants à la HAC. Il a rappelé, il a fait tout un truc là. Je pense que le véritable problème n'est pas la désignation de nos représentants à la HAC. Le véritable problème, c'est d'avoir de vraies industries de presse, de vrais managers de médias. C'est ce que nous avons besoin. Aujourd'hui, on n'a pas besoin forcément de notre désignation. Mais quand il parle de redevabilité, c'est comme si la HAC est une mamite où chacun va là-bas pour puiser. Donc, je pense que c'est une institution de la République. Et qu'il nous souvienne qu'en politique, le chef de l'État qui est là doit quand même avoir un droit de regard sur toutes les institutions de la République. Et donc, la HAC est une institution de la République. Donc, même si on désigne, on choisit, ils n'auront pas les coups de franche pour agir. Et donc, ils sont combien? Ils n'auront pas les coups de franche pour agir. Je crois que l'important, c'est de travailler, pas forcément pour la désignation, mais pour redorer le blason de la presse béninoise, permettre aux organes de presse de vivre et d'exister. Des organes qui n'ont pas forcément noué des acquaintances avec le pouvoir. Des organes libres puissent véritablement exister et qu'il y ait des accompagnements. Je pense que les fêtiers doivent beaucoup plus travailler à ça. Ce n'est pas la désignation. Honnêtement, moi je pense que ce n'est pas la désignation de représentant de la HAC. Puisque si la HAC est gardée comme ça dans son architecture actuelle, on aura beau désigner ou élu, mais ils ne pourront rien faire pour nous. On va passer à un autre sujet. Bénin, Conseil des ministres, plus de tests Covid pour entrer dans le pays après la levée des restrictions liées à la Covid-19 en ce qui concerne les bars, discothèques et autres. Le Conseil des ministres du 15 juin a décidé de la levée du test de Covid pour entrer au Bénin. Toutefois, les voyageurs au départ du Bénin doivent se conformer aux exigences en vigueur dans les pays de destination et le gouvernement recommande la poursuite de la vaccination par tous. Réaction. Non, je pense que c'est une bonne chose. D'abord, la pandémie du coronavirus, on a constaté qu'il y a une baisse de cette pandémie de corona sur notre territoire, mais toujours est-il qu'il faut renforcer les mesures de distanciation sociale, les mesures barrières, on va dire ça comme ça. Aujourd'hui, cette décision a été prise par le Conseil au regard d'un certain nombre de choses, au regard d'un certain nombre d'éléments. D'un certain nombre d'éléments, et ces éléments, c'est que la Covid-19 ne sévit plus au Bénin comme il y a
1 an ou 2 ans. Je pense que c'est une bonne chose, mais toujours est-il qu'il faut travailler à renforcer les mesures barrières pour pouvoir permettre à ce que les gens ne tombent pas malades des cas graves de coronavirus. C'est ce qu'on va souhaiter, c'est une bonne chose, ça va permettre la circulation des personnes et des biens, ça va éviter également les tests qui sont plus ou moins coûteux pour certains voyageurs et que c'est une bonne chose. Mais ce qu'on va souhaiter, c'est de renforcer le dispositif à l'entrée et à la sortie du territoire un peu partout, que ce soit maritime, aérien ou nos frontières terrestres, on va dire. C'est ce qu'on va souhaiter et que les uns et les autres puissent savoir qu'il a intérêt à se protéger et à protéger son voisin ou ses proches. Et si l'on ne doit plus exiger les tests à l'entrée de nos frontières syriaques, nous ne devons-on pas alors à exiger les carnets de vaccination quand l'on apprend que le taux de contamination au Covid-19 remonte par exemple au Royaume-Uni, en France, alors qu'on sait qu'il y a des voyageurs qui viennent au Bénin? Non, il faut quand même reconnaître que nous sommes en train d'aller tout droit vers quand même une période où le coronavirus sera rangé, la vaccination contre le coronavirus sera rangée dans le même registre comme fièvre jaune, vous voulez dire? Comme la fièvre jaune et autres maladies où il faut être vacciné avant de faire un voyage. Donc c'est l'une des choses les plus simples possibles aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut passer à autre chose parce que la Covid-19, avec ses innombrables conséquences sur le coût de la vie, sur quand même, disons, des emplois, c'est quelque chose où aujourd'hui il faille nécessairement mettre un terme à tout ça parce que nous avons déjà, je crois, en République du Bénin, acquis une immunité collective. Et c'est surtout ce qui, sans doute, a poussé le gouvernement à prendre cette décision au Royaume-Uni depuis fort longtemps. Je crois que le Royaume-Uni est le tout premier pays à quand même mettre un thème au port obligatoire de masque et puis bon, à ces mesures barrières-là. Donc lorsque l'immunité collective elle est acquise, je pense qu'il n'y a plus vraiment de problème. Nous en sommes là aujourd'hui. C'est heureux que la vie reprenne cours. C'est heureux que l'on puisse quand même, disons, savoir que Covid-19 est du passé. C'est heureux que les choses puissent évoluer. Cependant, les dispositifs, les équipements acquis, les moyens techniques mis à disposition, surtout dans le cadre du Covid-19, où des milliards avaient été dépensés, que ces choses-là soient bien entretenues pour que l'on ne souffre plus de manque d'équipements dans nos hôpitaux et autres. Mais ce n'est pas heureux qu'on observe la négligence totale par rapport aux mesures de restriction liées à la Covid-19, comme le serrage des mains, le maintien de distance, l'utilisation de gel et tout. Est-ce que nous ne risquons pas la résurgence du mal? C'est possible, c'est possible. Je pense que les administrations devant lesquelles il y avait quand même le dispositif, quand vous faites un tour, le dispositif n'existe plus, même en circulation aujourd'hui, vous voyez des gens sans masque de protection. Même dans des administrations, les gens se saluent, se serrent la main et puis c'est comme si le mal est parti. On n'a plus la pandémie au Bénin. Donc je pense que c'est important pour éviter une résurgence du mal. Il faut quand même que les mesures barrières soient respectées au niveau soient adoptées par tout le monde et que le dispositif, tout moins du lavage des mains, soit quand même replacée ou bien remise à des endroits donnés pour permettre le lavage des mains. C'est très important devant des administrations, devant les maisons et un peu partout, et que chacun puisse se protéger, car c'est en se protégeant qu'on protège l'autre également. Je crois que c'est important, et pour éviter des morts bêtes, on va dire, il faut quand même se protéger et protéger ses proches. Un mot sur le sujet avant qu'on ne passe à un autre. Alors nous allons aborder maintenant le dernier sujet de ce débat, gestion des fonds Covid, toujours Covid, les clarifications du gouvernement après le premier rapport de la Cour des comptes par rapport à la gestion des fonds Covid au Bénin qui a fait état de 385 milliards non justifiés. Le gouvernement a donc justifié et a effectué une sortie médiatique hier. On va suivre l'élément et on revient rapidement pour les analyses.
Plus de 380 milliards de francs CFA de dépenses non justifiées, c'est la révélation de la Cour des comptes sur la gestion des fonds Covid qui capte toutes les attentions ces derniers jours au Bénin. Face à l'ampleur de la polémique, le gouvernement, à travers 3 de ses membres, a réagi ce mercredi matin au détour d'une conférence de presse. À l'entame de ses propos, le ministre d'État chargé de l'économie et des finances a rappelé les faits qui ont suscité la polémique. Ce rapport, donc, en pages 14 et 15, indique que le montant total des dépenses exécutées s'élève à 453 milliards de francs. De ces 453 milliards de francs, la Cour, dans son rapport, indique avoir vu, analysé, validé des dépenses pour un montant de 67 milliards, d'où l'écart de 385 milliards. Dans la page 46 du même rapport, la Cour indique que le récapitulatif total des dépenses exécutées s'élève à 317 milliards. Le ministre d'État a justifié cet écart par le fait qu'il y a eu d'un côté de l'estimatif et de l'autre du réel. Premier élément d'explication, en prenant les chiffres du rapport qui a circulé, qu'est-ce qui justifie les écarts entre les 453 milliards et les 317 milliards? C'est parce que d'un côté, il y a du réel et de l'estimatif. Le principal élément qui justifie cet écart, par exemple, vous allez le comprendre, c'est que dans les éléments envoyés donc au 31 décembre, on estimait que la population allait sortir et qu'on allait avoir de l'engouement pour la vaccination. Et on avait prévu 138 milliards d'estimation de dépenses autour de la vaccination. Mais dans les... Voilà quelques points de clarification apportés par le ministre d'État chargé des Finances. Sergino Lokossou, est-ce que vous êtes convaincu? La Cour a dit, a refait un nouveau rapport et a dit que tout est bon. Hein. Je pense que Cassie précipite. Citant cette conférence de presse qui a été organisée, le format, à mon avis, a été un format très réduit. Parce que quand les membres du gouvernement organisent des conférences de presse, nous avons l'habitude de suivre. C'est un format, les journalistes qui étaient invités étaient plus, c'était pas autour de la table, c'était une salle quand même qui est utilisée, qui est réservée. Au ministère des Affaires étrangères, par exemple. Exactement, souvent au ministère des Affaires étrangères, où on permettait à tout le monde de poser des questions. Par rapport au format, je pense qu'il y a eu de la précipitation. Et donc, c'est vrai qu'il y a des clarifications qui ont été faites pour permettre aux populations de comprendre un certain nombre de choses. Je me dis, et ça pose véritablement le problème de célérité, on va dire, dans les rapports entre les institutions. C'est la Cour des comptes, on l'a dit. Et donc, une Cour pareille, pour faire un travail pareil, doit quand même attendre de recueillir tous les éléments important avant de publier le rapport. Si tant est que la Cour a fait une erreur, la Cour devrait attendre prendre son temps, tous les éléments pour pouvoir faire un rapport nickel, un rapport sans reproche. Mais la Cour dépose un rapport de 97 pages. On revient en arrière pour montrer que la Cour a manqué des éléments qu'on justifie. Je pense que ça peut créer de doutes dans la tête des Béninois. Ça peut faire en sorte que certains observateurs, ceux-là qui suivent l'actualité du pays, peuvent se demander, et à raison, pourquoi a-t-on déposé un rapport de 97 pages et puis après on revient en arrière pour dire que la Cour a manqué des éléments importants du rapport parce que les écarts étaient importants. Quand vous suivez le ministre des Finances, les écarts, les chiffres étaient très importants à mon avis et donc je pense qu'à l'avenir, et pour éviter les commentaires et des insinuations, des polémiques qui tendent, des doutes qui tendent à faire croire que bon, on est en train de faire des choses pas de façon orthodoxe. Il faut quand même que ce soit la Cour des comptes, que ce soit les organes ou les institutions chargées d'un certain nombre de choses puissent se donner les informations qu'il faut, les renseignements qu'il faut, parce qu'au-delà de tout, on dira que c'est sous le président Patrice Talon que ça a eu lieu. Et donc, je pense que pour l'image du gouvernement, parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un contexte où
on parle de corruption au sommet de l'État, où il y a eu des institutions de la République, des directions de la République, où on a constaté des trentaines de milliards, des irrégularités. Et donc, quand ça vient comme ça et on fait ce rétropédalage, on laisse du doute dans la tête d'un certain nombre de Béninois. Et c'est réel. Ceux-là qui pensent qu'il y a quand même, ceux-là qui vont émettre des doutes, il faut les comprendre. C'est pas mauvais. Nous sommes en démocratie. Chacun peut penser ce qu'il doit penser. Mais toujours est-il que les ministres, les membres du gouvernement, y compris le DICOM, porte-parole du gouvernement, sont revenus en arrière pour expliquer un certain nombre de choses. Donc, nous allons nous en fier à ces clarifications. Les commentaires, les insinuations vont continuer. Et j'aime à le rappeler, et tout acte que vous posez, toute action que vous menez, ça laisse toujours lieu à des commentaires et des insinuations. Et c'était important quand même cette sortie du gouvernement, et également, on peut dire que la Cour des comptes veille au grain. Je pense quand même que cette sortie, c'est vrai, elle est opportune, elle est importante. C'est vrai qu'au-delà du format que je n'apprécie pas trop, au même titre que Sergino Lokossou, parce que dans un format beaucoup plus ouvert, on a plus de professionnels des médias qui posent plus de questions. C'est vrai que ça dérange si vous n'êtes pas vraiment préparé, mais il faut reconnaître un fait. Et imaginez un seul instant que s'il s'agissait d'une direction de la République, certainement que le DG serait déjà en route pour la criette. Parce que je me suis dit, c'est peut-être parce qu'il s'agit des ministres de la République qu'on s'est donné peut-être le temps de revenir là-dessus. Et j'ai lu hier soir, pas plus tard qu'hier soir, le communiqué de la Cour des comptes qui disait que c'est parce que des éléments de réponse n'ont pas été fournis à temps. Avec des professionnels des médias, nous sommes même en train de mener une enquête sur un dossier, un scandale qui a eu entre-temps où on a parlé de fraude dans un certain nombre de choses. Mais on s'est malheureusement rendu compte que c'est parce que les auditeurs n'ont donné que 48 heures à l'ancien DG en question pour répondre aux préoccupations posées. Et parce que le DG n'est pas intervenu dans le temps, le rapport a été déposé. Et aujourd'hui, tous ceux-là se retrouvent en prison. Alors que par la suite, maintenant, on a trouvé que c'était vraiment une histoire infondée et qu'il n'y avait pas de corruption. Donc, j'attire beaucoup plus l'attention de nos autorités, surtout l'attention de la Cour des comptes et du ministre des Finances 30 secondes. Sur la façon dont les audits sont réalisés en République du Bénin. C'est un phénomène qui envoie beaucoup de personnes en prison. Un phénomène honteux qu'on avait connu, c'est le cas du FNM. Où, on a dépensé beaucoup de sous parce que l'on veut rapatrier quelqu'un au pays. Mais malheureusement, ça n'a jamais marché parce qu'on a jugé peu crédible et l'audit qui a été réalisé. Donc aujourd'hui, il faut que les choses changent et que dorénavant, nos autorités sachent quelque chose. C'est peut-être parce qu'eux, ils sont des ministres, parce qu'on parle d'un écart de plus de 200 et quelques milliards. C'est fini. Et au sein de l'opinion, c'est fini. Qui pourrait croire? Donc c'est un peu difficile. C'est bien que cette conférence de presse ait lieu. C'est déjà heureux. Et que des fois, venir lorsqu'il s'agirait de simples citoyens pour lesquels il n'y a pas question d'immunité ou autre, que l'on leur donne suffisamment le temps de répondre pour éviter quand même que des gens soient mis derrière les barreaux et qu'après, qu'on assiste à des non-lieux ou bien à des condamnations pas du tout fondées. Merci pour vos analyses très pertinentes que vous avez donc apportées au cours de la réalisation de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous avez compris, nous avons reçu pour vous à ma gauche aujourd'hui, c'est bien Cyriaque Dekenou. Merci d'être venu, directeur de publication Émergence Info, journaliste, analyste politique. À ma droite, Sergino Lokossou, directeur de publication du journal Vif d'Afrique. Vous êtes journaliste, analyste politique. Je confirme. Merci pour vos apports. Et quant à vous, on se donne un rendez-vous le vendredi prochain. Que Dieu nous garde et à très bientôt. Merci à M. Sihweou qui a piloté de main de maître la réalisation.